Bonsoir, au menu de ce journal, le renforcement de l'axe Guinée-Brésil. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays étaient en concertation à Rio de Janeiro. Le Brésil efface toute la dette bilatérale guinéenne. Finalement, l'engrais fourni à l'AB pour la campagne agricole 2013 est de bonne qualité. Les producteurs le certifient. Ils demandent même une augmentation de la quantité. Je vous parlais tout à l'heure de la coopération Guinée-Brésil. Là, je vous parle de la Guinée vers le Brésil sur le plan sportif. L'équipe nationale de judo se prépare pour le championnat national brésilien de 2013 dans cette discipline. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, le Brésil annule la dette bilatérale guinéenne. C'est l'un des résultats de la première réunion de consultation politique entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays. La rencontre s'est tenue à Rio. Compte rendu à Boubacar Sissé. Décident d'intensifier leur coopération bilatérale. C'est le principal résultat de la visite de travail d'une semaine que le chef de la diplomatie guinéenne vient d'effectuer dans ce pays à l'invitation de son homologue brésilien. Accompagné du gouverneur de la Banque centrale de Guinée, M. Luceni Nabé, ce séjour a permis à son excellence Luceni Fall d'avoir des entretiens avec les dirigeants de la Banque brésilienne de développement à Rio de Janeiro, avec la Fédération des industriels de Sao Paulo, de visiter la maison de la monnaie et d'avoir avec son homologue brésilien, son excellence patriota, la première réunion du mécanisme de consultation politique guinéo-brésilienne en présence de notre ambassadeur Mohamed Joula. Au total, cette visite aura permis d'obtenir l'annulation de 98% de la dette guinéenne au Brésil, comme l'a expliqué dans cette conférence de presse les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays. Par rapport à Conakry, il y a eu donc 98% de la dette qui a été donc exemptée. Il reste encore juste à peu près $200 000 à payer. Donc cet accord est très bénéfique à la République de Guinée et sera bientôt approuvé par le Congrès, je crois qu'avant la fin de cette année, et cela va créer des conditions pour que ce pays puisse bénéficier aussi des crédits, de nouvelles lignes de crédit. Nous sommes très reconnaissants au gouvernement brésilien pour l'annulation de cette dette et qui va certainement soulager les finances guinéennes, mais en plus pourra ouvrir donc la voie à des crédits, à la possibilité d'octroi de crédits pour les grands projets économiques que nous ambitionnons de réaliser en Guinée, en matière d'infrastructures, de barrages, et nous pensons que cela donnera un élan nouveau à la coopération économique à établir entre le Brésil et la Guinée. A noter que le Brésil et la Guinée, qui ont décidé de tenir très rapidement la première réunion de leur grande commission mixte de coopération, envisagent la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services entre nos deux États. Le Sénéfal, qui s'est par ailleurs entretenu avec le groupe des ambassadeurs africains à Rio de Janeiro, a également obtenu l'accord d'octroi de bourse aux étudiants guinéens au Brésil. Une coopération qui pourrait s'étendre sur le domaine agricole très prochainement. L'agriculture justement, la campagne 2013 se poursuit dans la région de l'Abbé. Finalement, les producteurs reconnaissent que l'engrais fourni par l'État est de très bonne qualité. Ils en demandent même plus et le respect de la date de livraison des intrants agricoles. Fodé Camara. Sur les plateaux foutaniens de Kouridara, dans la commune urbaine de l'Abbé, ce périmètre de 3 hectares de pommes de terre. Il appartient à El Ibrahima Soribari, un producteur qui améliore son rendement avec les engrais. Ici, après le riz et le maïs, la récolte s'annonce prometteuse grâce aux intrants apportés par le gouvernement. Nous sommes contents du projet parce que le gouvernement nous a beaucoup aidé, nous a facilité l'agriculture parce qu'on a eu l'engrais à un bon prix. En tout cas, moi, je sais que, à mon avis, je trouve que c'est très bon parce que j'ai beaucoup réussi avec ça. Parce que l'an passé, j'ai mis la pomme de terre et puis j'ai récolté la pomme de terre, j'ai mis du riz. 2 sacs de riz, j'ai eu encore 40 sacs. Donc j'ai récolté 40 sacs. C'est le riz là que je suis en train de manger avec ma famille actuellement. Donc. Les producteurs sont très satisfaits des appuis qu'ils reçoivent du gouvernement, notamment les appuis techniques des conseillers agricoles par l'Amproca, des engrais de bonne qualité et qui reçoivent à moindre coût, disons à 135 000 francs, contrairement au marché où ils en payent jusqu'à 240, 280, voire même 310 000 francs le sac de 50 kilos. Et aussi, ils sont satisfaits de tous les intrants qu'ils reçoivent
Voici la troisième année de suite que le gouvernement supporte les producteurs. Ça, réellement, ça les convient et nous-mêmes, conseillers agricoles, nous en sommes très satisfaits. Au quartier Afia, du maïs cultivé sans engrais a du mal à pousser. À côté, la variété QPM jaune fournie par l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole commence à porter fruit. L'action combinée des engrais et de l'encadrement des conseils agricoles enregistre de bons résultats. Seul bémol, les membres des groupements déplorent l'insuffisance et le retard dans la livraison des engrais dans les zones de production. Ce communiqué de la présidence de la République s'est retourné le 10 août 2013. La présidence de la République de Guinée a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de Monsieur Fodé Idrissa Touré Brikimomo. Il est conseiller spécial de Monsieur le Président de la République, ancien maire de la commune de Kaloum. Décès survenu ce jour, samedi 10 août 2013 à 11h temps universel à l'hôpital Girarda de Casablanca au Maroc. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Signé Monsieur Nabi Youssouf Kiridi Bangoura. Le centre de perfectionnement aux techniques de l'automobile et de la mécanique vient d'être doté en outils de dernière génération, du matériel pour appuyer la pédagogie d'apprentissage aux formules numériques de l'industrie automobile. Le point avec Sangiana Kamara. La portée technologique de ces outils permet de résoudre l'inadéquation entre la formation dispensée dans les centres professionnels et les aptitudes d'appropriation du marché de l'emploi. Il est impayé par rapport aux technologies qui sont appliquées sur la VDN, sur les véhicules. C'est-à-dire quoi? Vous remarquerez qu'ici, il y a certaines clés qui ont une certaine forme, une forme qui n'est pas courante. Parce que dans la fabrication des véhicules, le constructeur s'est dit que pour mieux serrer les vis, il faut améliorer l'outil qui sera serré. Les outils comme ça sur le marché de Conakry, ils sont très rares. Mais il faut tout faire parce que l'école, c'est la vitrine de l'industrie automobile. Ailleurs, avant qu'on construise une voiture et la mette sur le marché, on fabrique des prototypes qu'on envoie dans les écoles professionnelles. Les écoles professionnelles essaient de divulguer les technologies appliquées, les techniques de réparation, avant qu'on ne sorte le produit. Cette caisse est le complément de la première. C'est des outils de mécaniciens. Actuellement, il faut les avoir pour pouvoir procéder à une très bonne réparation. Parmi les outils reçus, un scanner de poche aussi performant. Il y a un problème sur l'injecteur. Quel injecteur? Il te dit par exemple injecteur numéro 3. Il te cite, ça s'affiche ici sur l'écran. Il te dit que bon, l'injecteur numéro 3 a des problèmes. Il t'explique ça aussi, ce petit appareil. En dehors de la formation professionnelle des jeunes déscolarisés ou non scolarisés, ce centre technique de l'automobile veille sur le perfectionnement des étudiants de l'ENAM et de l'Institut Polytechnique de Conakry. De ce temps participe également à la sélection des candidats dans le domaine de l'automobile en Guinée. On revient donc sur ce communiqué de la présidence de la République Sertouréa le 10 août 2013. La présidence de la République de Guinée a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès de Monsieur Fodé Idrissa Touré Brikimomo, conseiller spécial de Monsieur le Président de la République, ancien maire de la commune de Kaloum. Décès survenu ce jour samedi 10 août 2013 à 11h temps universel à l'hôpital Girarda de Casablanca au Maroc. En cette douloureuse circonstance, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, ainsi que celle du peuple et du gouvernement guinéen. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Amen. Présidence de la République. Éducation, l'école primaire de Béanzin est en ruine. Certaines salles de classe ne sont même plus fonctionnelles. Si rien n'est fait, il n'y aura pas de rentrée scolaire 2013-2014 pour les 2000 élèves de cet établissement. Suivez. Année scolaire 2012-2013, plus de 2000 élèves ont fréquenté cet établissement dans cet état de délabrement. Pour ces dernières évaluations d'entrée en 7e, l'école primaire de Béanzin a présenté 136 candidats. Mais depuis sa création, en octobre 1978, jamais cette école publique n'a présenté un tel visage. Les murs et le sol portent le poids du temps.
Aucune rénovation, pas d'assistance de la PAE, indifférence totale de la direction communale de Matoto, bref, l'établissement se meurt. Récemment, le conseil du quartier et les sages ont tablé sur le sort de cette école. Première mesure d'urgence, 20 000 francs guinéens par élève et 3 briques pour refaire la clôture et consolider les fondations. Faute de quoi, les menaces de fermeture de la commission communale pourraient être mises à exécution. Une commission est passée ici. Son but était de nous entretenir au sujet de cette école. On les a bien accueillis, mais ils nous ont dit qu'ils allaient fermer l'école. Nous, on n'a pas de moyens pour réparer cette école. Le quartier Bianzin, c'est plus de 20 000 habitants, avec une quinzaine d'écoles dont le lycée d'excellence. Mais le quartier souffre aussi d'un sérieux problème d'enclavement à cause du manque de routes praticables. Dans l'actualité nationale encore, la grande mosquée Faisal, c'est le 24 janvier 1984 que l'édifice a été inauguré. Très belle infrastructure, mais avec un tout petit souci. La toiture présente des trous par endroits et la pluie forme des flaques d'eau à l'intérieur du bâtiment. Constat de Mamadou Alpha Baldé. Construite dans les années 80, la grande mosquée Faisal se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très poussé. La toiture de l'édifice ne tient plus. Conséquence, des nappes d'eau sont visibles à plusieurs endroits. Une bonne partie des tapis sont rangés. En attendant que le lancement du chantier, nous prenons comme disposition de ramasser tous les tapis qui sont là, parce que les tapis ne peuvent pas cohabiter avec l'eau, et ça pourrit. On le ramasse donc, et chaque fois après les grandes pluies, on essaie de nettoyer le marbre qui est là. En attendant le début des travaux de rénovation promis par le royaume saoudien, les fidèles devront encore prendre leur mal en patience. Le RPG Arc-en-Ciel Antenne Angola s'implique dans la promotion de la paix à Conakry. Le bureau vient d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Les prières ont aussi porté sur des thèmes classiques mais importants. Réconciliation nationale, renforcement du tissu social. Mikili Moussa Kamara, Alérini Bailoba. Cette lecture du Saint-Coran, initiée par la section du RPG Arc-en-Ciel d'Angola, vise à promouvoir la paix et l'unité nationale. Ici, les représentants des 47 mosquées angolaises dirigées par des imams guinéens ont béni les autorités guinéennes dans leur mission. Le but de cette rencontre est de promouvoir la paix et l'unité nationale entre tous les Guinéens. Maintenant, les choses sont entrées en ordre. Nous prions pour la consolidation de cet acquis. La consolidation de la paix dans notre pays signifie que nous devons être tous ensemble, main dans la main, pour une paix durable dans le pays. Le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel d'Angola, Moustapha Silla, a demandé à la communauté guinéenne de miser sur la solidarité afin de bâtir leur nation qu'est la Guinée. Nous sommes en période électorale. C'est le pouvoir législatif qui soutient les actions du pouvoir exécutif. Nous prions pour que ces élections se passent dans la paix. Nous demandons à tout le monde de prier pour la paix. Parce que si tu n'es pas en Guinée, mais ta famille est en Guinée. C'est la mosquée Naïté à São Paulo de Luanda qui a abrité cette activité religieuse. La police et la gendarmerie ont ouvert des enquêtes suite à des manifs constatés ce samedi. Les quartiers Simaya, Bantouka et Gare étaient en ébullition après l'assassinat d'un boulanger, Mamadou Boy Baldé, 24 ans. Vous voyez donc la circulation en images. Des jeunes ont cassé des kiosques et autres lieux de regroupement suspectés d'être des nids des malfaiteurs. Vous voyez donc la colère des jeunes en images. La présidentielle en République du Mali, le second tour c'est demain. D'après le candidat, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta se voit remporter le scrutin. L'ancien président de l'Assemblée nationale exprime sa volonté de restaurer l'autorité de l'État. Voici le portrait du candidat Ibeka.
Ibrahim Boubacar Keïta, plus connu sous l'acronyme IBK, a été le premier candidat à se rendre à Kidal, le fief des séparatistes Touaregs, pendant la campagne présidentielle. Un coup politique qui affiche clairement son objectif prioritaire, rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien. Ce natif du Sud, titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un DEA à Paris-la-Sorbonne, a commencé sa carrière politique sous la présidence d'Alpha Oumar Konaré, dont il a été d'abord le ministre des Affaires étrangères, puis le Premier ministre. Mais les deux hommes se séparent avant la présidentielle de 2002, car cette fois, IBK est candidat. J'ai souvent voté, mais pour d'autres personnes. Et cette fois-ci, je suis concerné moi-même. Alors on peut donc imaginer mon émotion. Arrivé en troisième position, il conteste les résultats, mais finit par apporter son soutien à Amadou Toumani Touré. Il est ensuite élu président de l'Assemblée nationale. Deuxième tentative en 2007, cette fois il s'affiche en opposant ferme d'ATT, dont il dénonce les pratiques politiques. J'espère vraiment que les apprentis sorciers qui veulent jouer avec le Mali continueront de réfléchir. Le Mali est un pays souverain. Les Maliens sont des hommes et des femmes fiers et dignes, debout. Des paroles prémonitoires, mais c'est un nouvel échec et IBK entame sa traversée du désert. Lors du putsch du 21 mars 2012, il est convoqué comme d'autres leaders politiques par le capitaine Sanogo. On le soupçonne de sympathie pour les putschistes par opposition à ATT. Pourtant, ce jour-là, il s'exprime sans ambiguïté. L'ordre constitutionnel doit être immédiatement rétabli. Le calendrier électoral doit être maintenu. Homme politique de gauche aux accents gauliens, IBK est très proche des socialistes au pouvoir à Paris, à tel point qu'au cours de cette campagne présidentielle, il a été affublé du statut de candidat de la France. Un handicap qu'il a finalement tourné à son avantage. L'autre candidat à ce scrutin, c'est Soumaïla Cissé. Il se veut l'incarnation d'un Mali moderne. Cet ancien ministre des Finances est arrivé au second tour avec 19,7%. Il bénéficie du soutien des religieux. Mais qui est-il? Élément de réponse avec nos confrères d'ITV. C'est lui qui défend les couleurs de l'ADEMA, le parti au pouvoir, à l'élection présidentielle de 2002. Après 10 ans passés au gouvernement, notamment comme ministre des Finances, Soumaïla Cissé bénéficie du soutien de plusieurs poids lourds de la scène politique malienne. Sans surprise, il se qualifie pour le second tour. 11 ans plus tard, l'histoire se répète pour ce natif de Niafunké, localité du Nord Mali. Soumaïla Cissé est de nouveau en finale. Avec 19,7% des suffrages exprimés au premier tour, il est le challenger d'Ibrahim Boubacar Keïta. Les religieux, mais aussi les militaires maliens semblent lui préférer son rival, mais Soumaïla Cissé relativise. Je ne crois pas à ce fétichisme-là. Si ce fétichisme existait, je crois que ce n'est pas la peine d'aller au vote. Si on va au vote, ça veut dire qu'on reconnaît que le vote des militaires, le vote des religieux, le vote des jeunes dans la rue, c'est exactement les mêmes. C'est comme ça que je pose le problème. Je ne veux pas me faire adouber par-ci, par-là. Il faut se faire adouber par le peuple malien, c'est le plus important. Un moral d'acier, une grande assurance et le courage, voilà d'après ses partisans les qualités que réunit Soumaïla Cissé. Les jeunes font partie de ces fervents supporters pour le scrutin de dimanche 11 août. Au nom du candidat Soumaïla Cissé, je voudrais dire à cette jeunesse que la victoire nous appartient. À 63 ans, Soumaïla Cissé croit Dieu comme fer, qu'il a toutes les chances de devenir le prochain président du Mali. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie met en avant son programme. Nous voulons construire une république dans une démocratie. Nous avons connu la crise. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Il faut le tourner sereinement. Il faut le tourner dans le cadre des institutions républicaines. Ingénieur informaticien formé en France, Soumaïla Cissé jouit d'une solide expérience internationale. Président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pendant de nombreuses années, il a su faire face à de graves crises dans la sous-région. Soumaïla Cissé a été l'un des grands artisans de la stratégie de l'asphyxie financière, stratégie élaborée fin 2012 pour contraindre Laurent Gbagbo à quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire.
L'Afrique en plus bref avec la parution d'un livre qui relate les 491 jours de prison de Winnie Mandela. L'ancienne épouse de Nelson Mandela, toujours hospitalisée, raconte comment elle correspondait avec son époux depuis sa cellule. Des images et commentaires de nos confrères d'ITV. En Égypte, en pleine célébration de l'Aïd el-Fitr, de nombreux partisans du président déchu Mohamed Morsi ont encore convergé vers la place Rabat al-Adawiya au Caire. Ce vendredi, jour de la grande prière, ils ont de nouveau réclamé le retour sans condition de Mohamed Morsi, détenu au secret par l'armée égyptienne. Ils campent ici depuis plus d'un mois dans une ambiance de kermesse. Des marches ont aussi été organisées dans plusieurs villes du pays. Une vingtaine de personnes a été blessée dans des affrontements avec la police. Au Zimbabwe, l'opposition de Morgan Tsvangirai a déposé un recours ce vendredi contre les résultats des élections du 31 juillet. Les avocats du parti du MDC affirment avoir remis un dossier fourni à la Cour constitutionnelle avec de nombreuses preuves de fraude massive. Robert Mugabe, au pouvoir depuis 33 ans, a été déclaré vainqueur de la présidentielle avec 61% des voix. Morgan Tsvangirai a récolté 34% des suffrages. Une épaisse fumée noire dans le ciel de Mogadiscio, la capitale somalienne. Un avion militaire éthiopien s'est écrasé vendredi matin à l'aéroport. Il ne reste qu'une carcasse calcinée. Sur les 6 membres d'équipage, 4 sont morts, 2 sont à l'hôpital. L'appareil aurait perdu l'équilibre à l'atterrissage. L'armée éthiopienne aide le gouvernement somalien à combattre les rebelles islamistes. En Afrique du Sud, Winnie Mandela publie le journal de ses années en prison pendant l'apartheid. 491 jours, c'est le temps qu'elle a passé dans une cellule à Pretoria entre 1969 et 1970. Ce livre reprend des passages de son journal, mais aussi des lettres échangées avec son mari de l'époque, Nelson, emprisonné. J'ai été la moins mariée des femmes mariées. Parce que nous n'avons pas vraiment vécu ensemble. Nous avons habité quelques mois ensemble avant qu'il ne devienne la bête noire du pays. On a toujours communiqué à travers des lettres. Alors que Nelson Mandela entame son 3e mois d'hospitalisation, Winnie Mandela explique qu'elle devait raconter cette histoire pour les générations futures. Au Japon, c'est la première fois que TEPCO rend public ses premières estimations depuis la catastrophe de Fukushima il y a 2 ans. La société reconnaît que 300 tonnes d'eau radioactive s'échappent du réacteur 2. Certes, le taux est faible, mais il est difficile à déterminer avec exactitude. Suivez. Depuis la catastrophe de Fukushima, il y a plus de 2 ans, c'est la première fois qu'une estimation des fuites radioactives est rendue publique par la compagnie TEPCO. 300 tonnes d'eau radioactive s'échapperaient tous les jours du réacteur numéro 2. Nous savons qu'il y a une grande inquiétude à cause de la contamination des eaux. Nous allons retirer d'urgence les eaux dans les zones concernées. Le taux de radioactivité serait relativement faible, mais il demeure difficile à déterminer. Nous avons détecté 20 zones où les niveaux de radiation sont de 5 à 10 fois supérieurs à la normale, sur des diamètres allant de dizaines à des centaines de mètres. Pourtant, plusieurs milliers de techniciens et d'ouvriers travaillent d'arrache-pied sur le site. Mais de l'aveu de l'entreprise elle-même, ces moyens d'action sont très insuffisants. Les autorités japonaises semblent prendre conscience du problème, désormais qualifié d'urgent par le Premier ministre Shinzo Abe. Ce n'est pas un problème que l'on peut laisser à l'entière responsabilité privée de TEPCO. Nous devons y remédier au niveau national. L'État japonais a déjà versé près de 30 milliards d'euros pour soutenir TEPCO. Mais ces sommes ont été affectées à la sécurisation du site et l'indemnisation des familles sinistrées. Reste que TEPCO fait l'objet de critiques récurrentes sur sa façon d'informer le public, jugée malhonnête. Juste quand je croyais que les gens allaient à nouveau manger du poisson, cette nouvelle va faire mal à la réputation des pêcheurs. C'est vraiment typique de TEPCO.
Selon les experts, le niveau de particules radioactives relâchées est aujourd'hui marginal par rapport à 2011. Cette fuite secondaire ne changerait donc pas fondamentalement la donne, reste que la dilution dans la nature prendra encore beaucoup de temps. Cette nuit de violence en Irlande du Nord, 56 policiers ont été blessés. Des violences alors que le pays vivait donc une commémoration nationale. Suivez ces commentaires. Nouvelle nuit de violence en Irlande du Nord. À Belfast, 56 policiers ont été blessés lors d'une marche républicaine qui commémorait le 9 août 1971, date à laquelle les internements sans procès avaient débuté dans le pays. Une mesure à l'époque mise en place par l'armée anglaise est très décriée. Cette nuit, les manifestants se sont attaqués à la police à coups de briques ou de pièces de métal. 4 d'entre eux ont été hospitalisés. Retour en Guinée Sport avec les préparatifs de l'équipe guinéenne de judo. Elle doit prendre part au championnat du monde dans cette discipline. La compétition se tiendra au Brésil du 22 août au 2 septembre 2013. L'entraîneur s'est dit satisfait des progrès réalisés par ses judokas. Reportage d'Aoudaba. Ces judokas guinéens continuent les préparatifs au stade du 28 septembre avec l'entraîneur de l'équipe nationale, Abdoulaye Balipidi Diallo, pour participer au championnat du monde du Brésil 2013 du 22 août au 2 septembre. À rappeler qu'au mois de juin dernier, ces judokas étaient au championnat d'Afrique à Maputo où le fanion guinéen a été hissé très haut par ces athlètes qui sont attendus le 22 de ce mois au Brésil pour le championnat du monde. Depuis au départ de Dakar pour la qualification du championnat d'Afrique, d'abord sur l'entraînement qu'on avait fait, la Guinée a été première. Le trophée de meilleur combattant est en Guinée. On se prépare comme ça, le matin comme le soir, depuis le 24 juillet. Contrairement au football qui a raté le rendez-vous du Brésil, le judo va honorer la Guinée si cette discipline est bien accompagnée au Brésil par le département en charge des sports ce 22 août pour le championnat du monde de judo. C'est autre avis de décès. La Direction nationale des services de diffusion DNSD a la profonde douleur d'annoncer à l'ensemble des travailleurs du ministère de la Communication le décès de M. Bamba Niang, chef de centre de diffusion de la Guinée forestière dans la nuit du 8 au 9 août 2013 à l'hôpital régional de Zérékoré des suites de maladie. L'enterrement a eu lieu ce samedi 10 août 2013 à partir de 15h au cimetière de Zérékoré. Affligée par ce décès, la Direction nationale des services de diffusion adresse à la famille éplorée ses condoléances émues. Que l'âme de Bamba Niang repose en paix. Amen. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision dont la mission est de vous servir, la RTG. Bonsoir.